participer à cette émission qui est constructive. C'est différent des autres émissions que nous voyons le matin. On est ensemble pour de vrai, sans hypocrisie. Un pays souverain, et cette souveraineté-là n'est pas à brader. Moi, je voudrais des émissions comme ça pour sensibiliser, moi, c'est les Quinois, sensibiliser les Quinois. On est ensemble pour de vrai, donc il faut dire la vérité. Bien sûr, c'est une bonne chose. Nous sommes aux règles. Voilà, bonjour et bienvenue dans On est ensemble, amis fidèles téléspectateurs. Tout le plaisir est pour nous de vous savoir déjà très nombreux devant vos postes téléviseurs pour nous suivre. C'est vrai, on est vendredi, les derniers jours de la semaine, pour nous qui sommes les animateurs de On est ensemble, et vous d'ailleurs, le fidèle téléspectateur de cette émission, parce que si on se sépare aujourd'hui, c'est pour vous retrouver que la semaine prochaine. Donc on a l'intérêt de vous dire déjà bon début de week-end. Voilà, on va commencer cette émission avec une rubrique. Comme vous le savez, on a l'habitude de commencer avec la toute première rubrique qu'on appelle la rubrique récréative, là où on a l'habitude de vous proposer Métissa, les trios, Météo, Tito, Issa, mais du moins, pour ce matin, nous allons commencer avec la rubrique santé. Donc la Miss Santé Magali Kabea va nous prodiguer quelques conseils et comment peut-on avoir une bonne nuit de sommeil. Magali va nous donner quelques astuces, comment peut-on faire pour avoir une bonne nuit de sommeil. Alors nous allons commencer déjà avec ça et après il y aura une autre rubrique. Comme vous savez, ici on traite les différents sujets pour dire qu'il y a les divers sujets à travers notre émission, évidemment, avec les différentes rubriques, et juste après il y aura d'autres rubriques. Il y a également la rubrique qui vous intéresse, qu'on appelle la rubrique invité. Et bien pour ce matin, on va recevoir pour vous quelqu'un et avec lui on va parler de beaucoup de choses, notamment l'actualité de notre pays, parce que comme qui dirait fini le suspense, déjà nous connaissons tous qui est le Premier ministre de notre pays, donc avec notre invité on va discuter sur ça et également l'actualité qui concerne la musique congolaise. Alors on va déjà commencer avec la Miss Santé Magali Kabea, à qui j'ai dit bonjour Magali. Bonjour Guélanquier, bon début de week-end. Merci pareillement. Ainsi qu'à tous nos téléspectateurs. Oui. Je m'en vais dire un bonjour spécial à la communauté africaine vivant en Australie. Oui. Ça, c'est la magie du satellite. Nous sommes captés voilà. jusqu'en Australie. Oui. Voilà. Donc, comme tu as annoncé là au début. Il faudra leur signaler que nous sommes ici à Kinshasa, donc la capitale de la République démocratique du Congo. Tout à fait. Guélan, comme tu as dit, quelques conseils pour avoir une bonne nuit de sommeil. C'est vrai que le sommeil est précieux, mais nous avons souvent l'habitude de le négliger, de maltraiter le sommeil. Raison pour laquelle nous sommes là, pour vous donner quelques conseils, quelques astuces qui vont vous permettre de bien dormir. Et d'abord, pour commencer, il faut toujours avoir l'habitude de faire le vide, oublier les problèmes que vous avez. Donc, comment je pourrais encore dire, une relaxation progressive, c'est-à-dire vous vous relaxez petit à petit jusqu'à ce que vous allez vous coucher. Donc, avant de dormir, n'ayez pas l'habitude de trop réfléchir, de penser à tout ce qui s'est passé la journée, tous vos petits problèmes, tout ce qui vous préoccupe. Il faut toujours faire le vide. Et évitez aussi de faire la lecture au lit, ni avant de vous coucher. Donc, quand vous avez, souvent les gens ont l'habitude, soit hier tu as parlé du roman, faire une petite lecture ou encore la Bible avant de dormir, c'est pas trop conseillé. Quand on parle de faire le vide, c'est-à-dire il ne faut pas aussi vous mettre dans la lecture. Avant de dormir, oubliez tout ce qui est roman, tout ce qui est ouvrage, les écoliers ou encore les étudiants qui ont l'habitude de le faire, donc c'est pas bien. Ça va pour tout le monde. Donc il faut vraiment éviter de faire la lecture, ne pas lire avant de dormir, donc évitez cela. Et dormez dans le noir total. Quand je parle du noir total, c'est le noir total, c'est pas partiel. Parce que d'autres vont éteindre la lampe pour laisser l'abat-jour. Il faut éteindre toutes les lumières et dormir dans le noir. Vraiment dans le noir. Dans le noir, et vous verrez que votre sommeil sera paisible et tranquille. Voilà, et aussi réduire la consommation d'alcool, c'est-à-dire de boissons alcoolisées. Encore, quand on parle de boissons contenant de caféine, non seulement les boissons alcoolisées, mais aussi les boissons contenant de caféine. On peut citer quelques boissons. Par exemple, les boissons gazeuses font partie des boissons contenant de caféine. Il y a le café, il y a le thé. Tout ça, vous devez éviter d'en prendre avant le coucher. Si vous avez soif ou si vous avez envie de boire quelque chose, l'idéal, c'est de l'eau.
Ah ok, le mieux serait de prendre de l'eau avant Voilà, l'idéal c'est de l'eau. Avant d'aller au lit. Tout à fait, et aussi les aliments. Les aliments contenant de caféine, nous pouvons prendre comme le chocolat. Il y a certains aliments qui contiennent, le caféine. Et le caféine, ce n'est pas bien parce que ça garde votre, ça vous garde éveillé, quoi. Ça vous garde, vous n'avez pas de sommeil, tout ça. Vous pouvez fermer les yeux, mais du moment où votre cerveau est en train de vous ne pourrez pas dormir. Voilà. Vous ne pourrez pas dormir. Souvent pour des gens même qui font qui travaillent la nuit, ont l'habitude de boire soit le café, soit des boissons gazeuses. Vous verrez que ça va vous garder, en forme. Vous n'allez pas vous endormir, vous allez être éveillé. Il faut éviter ce genre de boissons aussi, des boissons, des aliments contenant de caféine. Tout à fait, oui. Et je pense que c'est ça. Mais un petit conseil aussi contenant les boissons, il ne faut pas aussi trop boire. Ça, il n'est pas conseillé d'ailleurs. Ce n'est pas conseillé parce que quand vous buvez trop, que ce soit même de l'eau, vous verrez que vous allez vous réveiller à tout moment pour aller vous soulager. Donc ça va vous couper le sommeil. Mais si vous avez par exemple beaucoup de problèmes et que vous n'arrivez pas à dormir, il n'est pas conseillé de prendre un peu d'alcool pour... L'alcool ne résout rien, contrairement à ce que les gens pensent. L'alcool ne résout rien. Vous prenez l'alcool, c'est vrai. Chacun a son organisme. Dans certains organismes, l'alcool va, comme vous venez de le dire, va peut-être vous assommer. Vous allez vous endormir. Mais d'autres, ça va peut-être avoir des réactions bizarres. Mais du moins, d'une manière générale, cela n'est pas conseillé. Ce n'est pas du tout conseillé. Ce n'est pas du tout conseillé. Évitez cela. Parce que l'alcool, non seulement l'alcool nuit dans l'organisme, c'est vraiment pas conseillé. Le sommeil, nous avons besoin parce que le sommeil est indispensable à la vie, tant au plan physique que psychique. Donc dans le sommeil, nous retrouvons le rêve. Donc pour avoir le rêve, il faut avoir une bonne nuit de sommeil. Il faut avoir un bon sommeil. Si vous n'avez pas un bon sommeil, vous ne pourrez pas rêver, car le rêve est une fonction essentielle de la vie psychique. Donc il faut respecter le sommeil. Tout le conseil, c'est que pour ceux-là, parce qu'il y a d'autres qui ont la semaine anglaise, c'est-à-dire pour eux le travail se termine aujourd'hui. D'autres encore travaillent demain, mais comme moi par exemple, j'aurai le samedi et le dimanche pour me reposer. Et quand je dois me reposer, il faut vraiment me reposer pour que lundi je sois en forme. Alors il faut que je dorme bien, et pour mieux dormir, il faut juste pratiquer ces quelques conseils et vous verrez que vous aurez une bonne nuit de sommeil. Et à savoir que c'est évident pour tout le monde, hein, donc vous qui êtes en train de nous suivre en ce moment, j'espère que cela vous intéresse. Donc pour avoir une bonne nuit de sommeil, il faudra à tout prix pratiquer les conseils que Magali vient de nous prodiguer. Merci beaucoup, mais est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter parce qu'on va déjà passer à notre rubrique? Oui, non, il n'y a pas grand-chose à ajouter si ce n'est pas dire merci à tous ces téléspectateurs qui nous suivent. Et particulièrement en Australie, là je vois un monsieur qui est toujours scotché. Il s'appelle monsieur Samba. En tout cas, merci à vous monsieur Samba d'être branché. Et merci à tout le monde en tout cas. Merci Magali, merci également à vous tous parce que vous êtes en train de nous suivre en ce moment. Vous êtes en Finlande. On vous appelle, n'est-ce pas, Freddy Losongo, donc Club spécial à toi. Dis-moi, il y a un numéro affiché, donc si vous avez des remarques ou encore des suggestions, bref, si vous avez des questions à nous poser, faites-nous le savoir par SMS. Merci. On va prendre quelque chose et on se retrouve juste après pour la continuité. Ça sera déjà la rubrique invitée. Suivons ça.
À cette émission qui est constructive. C'est différent des autres émissions que nous voyons le matin. On est ensemble pour de vrai, sans hypocrisie. Un pays souverain et cette souveraineté-là n'est pas à brader. Moi, je voudrais des émissions comme ça pour sensibiliser, moi, c'est les Quinois, sensibiliser les Quinois. On est ensemble pour de vrai, donc il faut dire la vérité. Bien sûr, une bonne chose. Nous sommes au règle. Voilà, déjà de retour sur ce plateau de Nous Ensemble. Encore une fois, merci à vous. Merci parce que vous êtes en train de nous suivre. Merci également à Madame Miantezila Lara Mokasso parce qu'elle est en train de nous suivre en ce net moment. Voilà, c'est déjà la rubrique invitée, comme je vous avais dit. Et ce matin, nous allons recevoir pour vous, comme vous le savez, l'actualité dans notre pays est dominée par la nomination, n'est-ce pas, du nouveau Premier ministre que nous connaissons très bien pour dire que fini les suspens. Déjà, nous connaissons qui est le Premier ministre. C'est ça l'actualité. Il y a également l'actualité au niveau de l'Assemblée nationale parce que depuis la semaine passée ou encore la semaine dernière, on avait déjà un bureau définitif de l'Assemblée nationale. On va parler de ça. Bref, on va parler de l'actualité de notre pays avec notre invité que vous connaissez très bien, qui n'est plus quelqu'un à vous présenter, mais du moins... on a du moins la coutume, n'est-ce pas, nous impose ou encore nous exige, n'est-ce pas, de présenter la personne qui est venue nous voir, la personne de Monsieur Papi Tamba, qui est membre de la majorité, à qui j'ai dit bonjour Monsieur Papi Tamba. Bonjour Monsieur Guélor. Vous allez bien, n'est-ce pas? Oui, ça va. Comme vous le savez, on a l'habitude de passer à une série de questions. On va déjà commencer avec la toute première série de questions. Et c'est avec Laurette Mbombangi, à qui j'ai dit bonjour Laurette. Bonjour Guélor, bonjour Monsieur Papi Tamba. Bonjour Madame Laurette. Merci d'être venu encore une fois de plus dans cette émission. On est ensemble. Je vous en prie. Comme Guélor vient de dire tout à l'heure, on parlera de l'actualité congolaise, plus précisément de l'Assemblée nationale. Il y a déjà l'installation du bureau définitif. Dites-nous comment vous jugez cela? Positif. Positif. En fait, d'après vous, Monsieur Papi Tamba, donc on va évoluer si tu permets, Laurette. C'est vrai, c'est votre point de vue, c'est bien, mais il n'y a pas de... D'après vous, il n'y a pas de critiques. Les bureaux est vraiment honnête. Tous les membres sont là, sont compétents par rapport à vous, par rapport à leur poste. Comment voulez-vous critiquer quelque chose qui n'a pas encore commencé? Non, par rapport à leur profil, êtes-vous sûr qu'ils vont à leurs attributions? On critique non pas les personnes, on critique le travail fait par les personnes. Oui. Et les personnes viennent d'être installées. On peut leur faire confiance ou encore vous leur faire confiance? N'ont-ils pas dépassé Gloriole? C'est la question qu'il faut se poser. Ils ont des CV qui les justifient. Vous avez au perchoir son excellent, le président, l'honorable Obemina. Tout le monde connaît son parcours dans ce pays. Vous avez comme premier vice-président celui qui a été l'informateur, qui a eu à faire un travail remarquable en 3 semaines. Nous avons encore ce CV-là qui est encore très frais. Nous avons comme deuxième vice-président notre papa Kombosita qui vient de finir les travaux du bureau provisoire. C'est encore un bon CV. Maintenant qu'ils sont à l'œuvre, attendons au moins qu'ils commencent au moins, ne serait-ce qu'à voter la première loi, les premières lois plutôt, voir un peu comment ils vont essayer de débattre et plutôt de mener le travail au sein de cette institution. Après, nous pourrons parler des critiques positives ou des critiques négatives. Parce que déjà, les jours du vote... Attendez, des gens qui sont là sont compétents, laissons-les faire, laissons-les travailler. Parce que déjà, les jours du vote, les députés de l'opposition n'étaient pas contents. Ils étaient... Vous voulez que je vous fasse une confidence? C'est l'inverse qui m'aurait étonné. Je serais très surpris de voir que c'est ici, et je pense que c'était dans votre plateau ici, que je vous ai rappelé, monsieur Guélor, une fois, en vous disant tout simplement que comment on appelle ça, les parlements version 2011-2016 aura une particularité par rapport au parlement passé, c'est qu'il y a l'entrée en scène des activistes politiques.
des gens qui sont plus activistes que politiques, des gens de l'IDPS. Oui. Et je vous ai dit que nous devons les gérer parce qu'il faut qu'ils puissent entrer dans la moule pour maintenant devenir des politiques, pour comprendre que la politique de la chaise vide, avec le temps, on va leur apprendre ça. Non pas seulement ne paye pas, mais est inutile. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un vide, ce vide est tout de suite comblé, que ce soit dans la nature ou dans la politique. Encore, ils sont venus avec cette habitude. C'est une habitude héritée. Ils viennent encore fraîchement de leur parti politique. Il faut une entrée dans les institutions où ils vont recevoir une bonne formation pour comprendre c'est quoi les enjeux dans la politique. Très bien dit, Monsieur Papitamba. En fait, d'après vous, quelle serait la priorité du nouveau bureau de l'Assemblée nationale? Vous savez, l'Assemblée nationale a une priorité qui est constante et qui est linéaire et qui reste, c'est toujours sa priorité dans tous les temps. Elle a une fonction législative. Et nous savons que dans certaines matières, elle a l'initiative et d'autres matières, l'initiative doit venir du gouvernement. Mais elle est là essentiellement avec une fonction législative. Mais nous savons que par-dessus tout, l'Assemblée est mise en place de façon exceptionnelle au mois d'avril. Et jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore la loi des finances publiques qui est votée pour cette année. C'est une situation exceptionnelle et j'aimerais qu'ils puissent s'atteler à ces problèmes. Ok, M. Papitamba, parlons maintenant de la nomination de l'actuel Premier ministre, M. Matata Ponyo. Comment avez-vous accueilli cette nomination? Encore positif. Encore positif, il n'a rien à juger là-dessus. En fait, qu'est-ce qu'on peut retenir de son parcours, de son passage à la tête du ministère des Finances? Vous savez, encore une fois de plus, nous avons un Premier ministre qui a encore un bon CV. Je ne vais pas aller très loin pour parler de sa spécialité, du fait qu'il soit spécialiste en économie monétaire. Non, je vais seulement dire de qui représente l'homme, qu'est-ce qu'il incarne. Aujourd'hui, en tant que ministre des Finances, nous savons que c'est quand même quelqu'un aujourd'hui qu'on appelle l'homme de la TVA, qui nous savons a commencé à... nous sommes en train de voir une certaine stabilité du cadre macroéconomique et nous sommes en train de voir son action en tant que, où nous avons vu son action en tant que ministre des Finances, qui a permis un peu l'assainissement en termes de recettes et de dépenses aussi de l'État. C'est-à-dire il y a une certaine harmonisation dans ces cadres-là. Et ça, c'est très important. C'est quelqu'un aujourd'hui, sous sa gouverne, bien entendu, en tant que ministre des Finances, qui s'est attelé à payer, par exemple, un stock important de dettes intérieures. Tout ça, c'est très important par rapport à sa rigueur. Mais en même temps, c'est un homme qui incarne un certain espoir dans la mesure où nous sommes en train de vivre aujourd'hui un autre contexte. La politique aujourd'hui a une nouvelle donne. Le problème de dire que nous allons seulement faire les choses en tenant compte de notre propre souveraineté, il faut savoir que la souveraineté en certaines matières aujourd'hui, elle n'est plus absolue, elle est devenue relative. C'est important d'avoir un Premier ministre qui puisse avoir une caution, tant interne qu'une caution externe. Nous avons nos partenaires bilatéraux et multilatéraux. Nous avons la Banque mondiale, nous avons le FMI et nous avons aujourd'hui la Chine ainsi que d'autres partenaires. Quel représente ou quel incarne l'homme Matata par rapport à toutes ces institutions? C'est ce qui est important. Et nous savons que cet homme aujourd'hui fait l'unanimité, tant sur le plan interne que sur le plan externe. Et c'est plutôt un atout majeur à faire prévaloir pour les prochains gouvernements. Monsieur Papitamba, j'allais aussi vous poser cette question. Selon vous, quels sont les défis majeurs que Matata peut relever à sa qualité du Premier ministre? Vous savez, parler des défis majeurs, en tant que Matata, en tant que chef de gouvernement, il faut savoir que l'esprit de notre constitution est assez clair. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va recevoir un cahier de charges de la part du chef de l'État. Nous connaissons déjà les grandes lignes, le chef de l'État les a lui-même tracées dans son discours d'investiture. Maintenant, attendons au moins que les chefs de l'État puissent lui donner ses cahiers de charges pour commencer à parler des feuilles de route. Ok, on va prendre une autre série de questions, chers amis. Il y a un numéro affiché. Si vous avez des questions ou encore des remarques, eh bien, faites-nous savoir par SMS. On va en tenir compte. Cette fois-ci, Philippe Katumba va vous poser quelques questions. Bonjour Philippe. Bonjour Guélor, bonjour M. Papi. Bonjour, M. Philippe. Merci d'avoir répondu une fois de plus à notre invitation. Je vous en prie. J'aimerais une fois de plus recadrer les choses parce que vous étiez en train de parler de l'actuel Premier ministre. Mais vous le savez, M. Matata Ponyo, pendant qu'il était à la tête de ce ministère, dans le ministère des Finances, oui. Il a aussi participé à l'exécution du PECD, donc le programme économique du gouvernement. Jusqu'à ce jour, ce programme est en exécution. Qu'est-ce que la population congolaise peut du moins retenir de cette réalité parce que ça demeure de rigueur jusqu'à ce jour? Non. C'est-à-dire, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez recadré. Quand vous dites que vous allez recadrer certaines choses, c'est ce que j'aimerais comprendre. Moi, ce que je veux seulement dire, c'est quoi? C'est que
Aujourd'hui, nous avons un Premier ministre qui a commencé par faire ses preuves en tant que ministre des Finances dans une dynamique d'un gouvernement qui a mis en place des actions qui ont été saluées sur les plans internes comme sur les plans externes en termes de la stabilisation du cadre macroéconomique. Et aujourd'hui, il est Premier ministre. Et pour moi, je le comprends dans le sens même d'une certaine continuité, d'une action qui porte ses fruits et qui doit continuer à porter ses fruits. C'est pourquoi je dis que c'est quelqu'un qui incarne beaucoup d'espoir, tant sur les plans internes que sur les plans externes par rapport à nos bailleurs de fonds. Oui, c'est très bien dit, mais M. Papitama, vous êtes sans ignorer que M. Matata Mponyo est répété comme étant un fervent partisan de la politique de l'austérité, qualifié souvent de l'antisocial. Or, aujourd'hui, le social demeure un besoin imminent dans le chef de la population congolaise. Est-ce une contradiction? Non, vous savez, M. Katouba, ouais. Je pense que nous sommes à la télé et nous avons peut-être un devoir aussi de mieux expliquer à la population congolaise. Oui. Qu'est-ce que le social? Je pense que si nous n'arrivons pas à répondre à cette question, nous allons continuer à entendre des discours populistes et des fois qui sont prononcés sans circonlocution. Nous entendons des gens chercher seulement à captiver la foule pour parler du social, mais en vidant même ces termes-là de son véritable concept. Nous parlons du social, mais cela ne peut que rimer avec les besoins de la population. Maintenant, quand nous parlons des besoins de la population, est-ce que les besoins de la population congolaise sont uniformes? Est-ce que ces besoins ne demandent pas un financement? Est-ce que ces besoins ne demandent pas que l'État s'enrichisse ou que l'État puisse avoir plus de moyens? L'austérité budgétaire est une politique visant à comprimer ou bien à réduire le dépense. Et puis, on voit aussi la hausse des impôts, de la fiscalité. Et je viens à une fois de plus. Est-ce qu'à ce niveau-là... Monsieur Katumba, ouais, vous me laisserez au moins finir et vous comprendrez. Je vous en prie, ouais. Quand nous parlons de l'austérité, nous sommes en train de parler des dépenses qu'on doit essayer de supprimer, bien entendu, pour essayer maintenant de mettre en place un cahier de charges pour libérer les dépenses utiles. Nous devons évoluer de cette façon-là. Aujourd'hui, je viens chez vous à la maison. Je n'ai que des revenus de $200 face à 12 personnes qui ont tous des besoins. Mais je dois essayer de voir, par rapport à ces différents besoins, quels sont les besoins qui peuvent être résolus à court, à moyen et à long terme. Si on libère tous les besoins, c'est clair qu'on essaiera de répondre de façon tellement minime et que ce ne serait pas consistant. À la fin, ça serait du gâchis. C'est ce que je suis en train de vous dire, qu'il faut savoir par définir d'abord les social du Congolais. Quand nous parlons des besoins de la population, ces besoins ne sont pas uniformes. Mais ces besoins demandent quoi? Qu'il y ait une politique conséquente de la part du pouvoir public. Donc, bref, nous devons à la fin mettre en place une certaine austérité. Il y a des dépenses dans ces pays qui sont des dépenses, passez-moi l'expression, qu'on peut éviter. Qu'on peut éviter. Mais j'ai dit que ça vaut la peine. Tous les États du monde, je ne connais aucun État au monde, parlons seulement de la Chine aujourd'hui, qui est devenue, la Chine aujourd'hui est devenue une grande référence aujourd'hui au monde. Mais lorsque Mao avait mis en place une certaine politique qui, nous savons, avait même laissé quelques sacrifices jusqu'à des sacrifices humains, en mettant en place la quarantaine, l'autarcie. Nous savons que cela a été décrié. Mais quel est ce Chinois aujourd'hui qui n'a pas encore dit que Mao avait mal fait? Un homme d'État, lorsqu'il prend une décision, il essaie de mettre en place une action, il doit inscrire son action dans la durée. Il n'essaie pas de prendre une action parce que j'ai entendu des gens ici, pendant la campagne présidentielle. Vous vous rappellerez d'un candidat qui a parlé de 100 propositions qui ferait les 100 premiers jours. Mais il a seulement oublié qu'on pouvait faire aussi 100 jours, ce qui est encore les gouvernements par rapport aux réalités de nos institutions. Donc tout ce sont des discours populistes. Mais nous disons ceci, au niveau de la majorité. C'est que nous ne voulons pas mentir aux Congolais. Nous disons que ce pays est pauvre. Hier, il était pauvre et très endetté. Aujourd'hui, nous sommes pauvres et nous voulons enrichir ce pays en nous préoccupant des besoins de la population. Qu'est-ce que nous faisons? Nous essayons de mettre en place un cahier de charges en essayant d'inscrire les besoins prioritaires et les besoins moins prioritaires. D'où c'est l'austérité. Lorsque le chef de l'État dit, par exemple, en matière de transport, qu'il avait fait un choix rationalisé au niveau des grandes villes telles que la ville de Kinshasa, qu'il fallait commencer par la réfection des routes avant d'envisager la mise en place des moyens de transport, c'est-à-dire avec la création d'une compagnie, par exemple, nationale. Mais c'est un choix rationalisé que les gens n'ont pas compris, n'ont pas compris, excusez-moi, n'ont pas compris. Mais lorsque dans les prochains mois, nous savons que les sociétés vont commencer au fur et à mesure de s'implanter des transports, et que ces bus
où ces moyens de transport vont rouler sur des routes qui vont faire qu'il y aurait moins de pannes. Ce sont des sociétés qui seront inscrites dans la durée, non pas comme on a connu les cas de la Sotraz, les cas de City Train, où on faisait des choses, mais sans se poser des questions. Quelle serait la situation dans 20 ans? Et la preuve, c'est quoi? C'est que toutes ces sociétés ont déposé quoi? Les clés sous les paillasson. Donc c'est important de savoir qu'un homme d'État, il prend une action dans la durée. Au début, on peut vivre une étape de sacrifice, mais parfait. C'est aussi glorieux de se sacrifier pour les générations à venir. Voilà, nous continuons comme ça, chers amis. Donc, c'est votre émission On est ensemble et la rubrique invité. Vous connaissez l'actualité de notre pays. On a reçu pour vous un membre de la majorité, à la personne de M. Papi Tamba. Donc, une façon de vous dire que si vous avez des questions, il y a un numéro affiché. Envoyez-nous par SMS. On va en tenir compte. Philippe Katumba, la continuité. Oui, l'actualité, c'est aussi, vous le savez, la population congolaise attend, si vous voulez, l'organisation des élections provinciales. Mais du moins, l'Union européenne vient de plaider, s'il faut le dire ainsi, ou bien l'Union européenne donne des conditions, entre autres la mise en place immédiate de la Cour constitutionnelle. Monsieur Papi Tamba, votre point de vue par rapport? Non, c'est parmi les 22 recommandations qui ont été faites par l'Union européenne. Dans leur rapport, ils étaient très clairs que c'était à l'appréciation du pouvoir politique congolais. Et dans leur rapport maintenant, c'est-à-dire dans les séminaires d'évaluation qu'avait organisé la CENI, là maintenant, ils demandent maintenant certaines recommandations que cela soit mis en place de façon immédiate. Oui. Mais ils doivent savoir une chose, c'est que l'État congolais n'attend pas la mission d'observation de l'Union européenne pour se préoccuper de ces cas. Aujourd'hui, la mise en place du Conseil constitutionnel figurait dans le menu des institutions depuis le mandat passé. Vous vous rappellerez des dispositions qui ont été même déjà balayées et votées au niveau du Sénat. Mais il y a tout un schéma pour essayer de les mettre en place. Parce que pour parler du Conseil constitutionnel, il y a beaucoup de préalables que les gens doivent savoir. Qui seraient membres, comment est-ce qu'ils devaient être composés. Est-ce que certaines institutions qui devaient figurer dans le Conseil constitutionnel existent-elles déjà aujourd'hui? C'est la question qu'il faut se poser. Nous sommes dans cette dynamique, nous essayons d'avancer. Nous saluons par exemple cette recommandation de l'Union européenne et nous disons qu'on n'a pas attendu la mission d'observation de l'Union européenne pour prendre à cœur ces problèmes et nous continuons. Nous souhaitons tout simplement que cela soit mis en place effectivement avant le mois de novembre, où je pense peut-être le mois de novembre pourrait être un délai raisonnable pour l'organisation des provinciales. Voilà au moins ce que nous pourrions dire. C'est vrai, ça prend déjà beaucoup de temps, mais du moins nous attendons, nous osons croire qu'on aura des élections pour les députés provinciales. Voilà, on va continuer comme ça cette fois-ci. Il y a une personne qui est venue, elle s'appelle Claudine Issakwa, pour une autre série de questions. Bonjour Claudine. Bonjour Monsieur Papi Tamba. Bonjour Madame Claudine. Ma question est celle-ci. Il y a quelques jours, le président Joseph Kabila s'est rendu au Nord Kivu pour voir un peu la situation de ce qui est en train de passer là-bas. Mais on remarque que malgré son passage au Nord Kivu, il y a encore eu de massacres avec le Maï Maï. À quand la paix au Kivu? Non, c'est-à-dire poser la question en ces termes, ça serait un peu sortir les problèmes du Nord Kivu de son véritable contexte. Il faut dire une chose, c'est que les massacres que nous déplorons tous au Nord Kivu ne démarre pas aujourd'hui. Ça démarre depuis 1993. Ça, c'est important. C'est depuis 1993 que nous les déplorons. Depuis 1993. Et nous connaissons l'histoire. Donc aujourd'hui, le chef de l'État est l'homme qui a mis en place une politique plus volontariste pour mettre fin à toutes ces choses-là. Mais la paix a toujours été un processus. Personne ne peut me dire aujourd'hui qu'il y a plus de massacres à l'est de notre pays que ce qui était le cas vers les années 93. Personne ne peut le dire aujourd'hui. Maintenant, c'est clair que nous n'avons pas besoin de déplorer des vies humaines. Nous allons seulement continuer à interpeller ces gens qui agissent, qui essaient d'agir dans ces coins-là pour dire tout simplement que la RDC n'acceptera pas un seul instant, comme le chef de l'État de toute façon l'a exprimé clairement, qu'il y ait quelques fractions rebelles ou quelques fractions de l'armée qui peuvent penser qu'ils peuvent défier l'armée de la République. Dans ce pays, il y a un commandant suprême de l'armée qui s'appelle Joseph Kabila et il y a un chef d'état-major général qui s'appelle le général Didier Etumba. Donc ce sont eux à qui tous les éléments des forces armées doivent une certaine
allégeance. Et je ne pense pas que la direction de ces deux personnalités pouvait aller dans le sens des massacres. Donc c'est clair que ceux qui vont... Vous avez dit que ça date de longtemps, mais pourquoi pas pourquoi on ne trouve toujours pas solution? Voilà, on a vu ce qui s'est passé au Chaba avec le président Mobutu. Le président Mobutu a eu à s'associer avec le Français et il a combattu et puis il a remporté victoire. Mais pourquoi pas la RDC ne fait pas pareil? Pourquoi pas la RDC ne cherche pas de partenaires pour combattre? Madame, vous avez dit tantôt, il faut les interpeller. Je vais vous demander 2 minutes à 3 minutes pour essayer de répondre à votre question. Parce que cette question, je pense, a une importance capitale. Oui. Les gens doivent savoir que la donne a changé entre l'époque de Mobutu et aujourd'hui. À l'époque, nous parlions encore des blocs capitalistes et des blocs soviétiques. Oui. Les Zaïres de Mobutu, avec nos 9 voisins, constituaient un grand rempart contre l'expansion du communisme. Donc ça voudrait tout simplement dire que l'attention des États-Unis ou de tous nos partenaires occidentaux était tournée vers les Zaïres pour éviter qu'il puisse y avoir une certaine expansion de quoi? Du communisme. C'est pourquoi nous avons vu même une base américaine être installée ici, à Kamina. Et les Zaïres de Mobutu étaient chez Chouchou, qu'il ne fallait pas toucher par rapport à cette position géostratégique. Rappelez-vous de France Fanon, qui disait encore que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve aux Zaïre. Oui. C'était une position hautement stratégique. Qu'est-ce que nous avions constaté? C'est qu'à chaque fois qu'on était attaqué, il y avait une résolution des Nations Unies et il y avait même dans les cadres même de coopération bilatérale des forces d'interposition qui ne venaient pas comme mission d'observation, qui ne venaient pas seulement comme force pour essayer de protéger que la population civile. La résolution des Nations Unies était claire. Ils venaient derrière les forces de Mobutu pour l'aider à bouter l'ennemi dehors. Mais aujourd'hui, depuis 89-90, avec la perestroïka, nous savons qu'il y a une certaine cassure de ce côté-là. Ça veut dire que l'attention de l'Occident n'est plus, en ce qui concerne le Congo,